Alors bonjour les joyeuderies de la VCF, enfin si vous vous identifiez en tant que tel, hein, sinon voilà. Loin s'en faut, si vous vous reconnaissez pas dans cet univers de vinyl community, de communauté du vinyle, bon. Après le nom il est un peu con aussi, hein, il faut dire la vérité, c'est de la musique hein, dont on parle. Le vinyle c'est un support physique, bon ben c'est toujours bien d'avoir un disque en vinyle, mais s'il est en CD c'est quand même bien aussi, on va pas dénigrer. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore une fois chaleureusement des commentaires que vous avez pu laisser sur ma dernière vidéo. Puis je reviens cette semaine avec une vingtaine de disques que j'ai soit chopé récemment, soit redécouvert récemment. Mais bon, vous le savez très bien, moi je suis pas dans le concept du m'as-tu vu pour acheter des disques et les montrer dans la seconde qui suit, parce que pour moi c'est strictement c'est superflu quoi. Ça m'intéresse pas du tout d'aller acheter des disques et puis dans le jour qui suit faire une vidéo genre en mode voilà j'ai trouvé ce disque, voilà, je suis trop fort. Moi il me faut une période de temps pour les écouter, pour les absorber un petit peu. Donc ce que je vais dire c'est que alors la semaine dernière, je vais commencer par ça. Je suis allé dans un petit magasin que je fréquente pas très souvent. Et pourtant, c'est dommage parce que il est sur la route de mon boulot. Enfin, voilà, je prends le train tous les jours. Et puis, en rentrant, je peux assez facilement m'y arrêter. Et souvent, voilà, soit je suis trop fatigué le soir. Mais il se trouve que la semaine dernière, j'avais un petit peu de temps. Je suis sorti un peu plus tôt du boulot. Puis je me suis arrêté. C'est un magasin qui s'appelle Alitunes. Il se situe voilà, près du centre-ville de Melbourne. Et bon, la spécificité du magasin, c'est que c'est axé sur de la musique majoritairement dansante. On va dire, ils ont beaucoup de house, de techno, de breakbeat, de choses qui sont très club. Et en plus de ça, bon, bah, ils spécialisent en soul, en funk, en reggae, en musique des îles, musique du monde, enfin, dans son ensemble. Ils ont un petit peu de jazz, un petit peu de rock ici et là. Mais grosso modo, on pourrait dire que c'est un magasin qui est plutôt dans la musique funky, de tout bord. Puis bon, je me suis arrêté. Ce qui est sympa aussi, c'est que le magasin est tenu par deux Français. Effectivement, c'est improbable à Melbourne, mais je crois que c'est Max et Fabrice, je pense leur nom, mais je connais plus Max d'ailleurs. On a plus de discussions, mais là, il n'était pas là pour le coup quand j'y suis allé. Et puis voilà, donc je suis allé là-bas et puis je diguais un bac de, on va dire, musique du monde pour faire simple. Mais bon, c'est un peu, pour moi, c'est un terme un peu rédhibitoire, quoi. La musique du monde, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, on va dire musique qui n'est pas anglophone, pour faire simple. Non, enfin voilà, c'est ça, quoi. Ça fait un peu raciste quand même. Mais en diguant, je suis tombé sur un disque que j'adore, que j'ai déjà en CD. Mais le voir en vinyle, tout de suite, ça m'a galvanisé. Et puis je me suis dit, je vais le prendre, je vais le choper, s'il est en bon état. Et c'est ce disque-là. Alors, il y en a qui vont dire, waouh, c'est génial parce que vous connaissez. J'imagine que la grande partie des gens vont regarder ça en étant complètement blasés, en se disant, mais pourquoi ils nous ont chié toute une pendule, le nu délire là? Bah, c'est parce que, évidemment, c'est Club de Esquina numéro 2 de Milton Nascimento. Donc c'est alors le Club da Esquina enfin le premier de 1972, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai aussi sur mes étagères. C'est un des cinq grands disques de la musique brésilienne populaire. En fait, on le considère un petit peu comme une espèce de Sgt Pepper brésilien, si vous voulez. C'est un double album absolument magique. Enfin, c'est de la pop psychédélique de haut niveau du début à la fin. Et c'est une composition de Milton Nascimento et de Lo Borges. Et je pense que si vous avez pas entendu le premier, donc Clube da Esquina, qui veut dire le club du coin, effectivement, vous ratez quand même quelque chose. Et c'était en 72 et en 78 est sorti le volume 2 qui n'est pas aussi bon que le volume 1, on va pas se mentir, mais qui est quand même un disque fabuleux, moi je trouve.
et qui ne baisse pas en qualité à travers le disque lui-même, quoi. Donc, c'est pas du même niveau que le premier, mais si on prend ce disque-là, il y a quand même une homogénéité de la qualité enfin, de composition. Et dessus, on retrouve des lumières telles que Chico Buarque, ben, bien sûr Milton Nascimento, Le Borges fait partie de l'équipe. On a aussi, je sais plus, ça me vient plus maintenant, mais il y a plein de grands musiciens qui font partie du lot. Et voilà, bah, donc je l'ai trouvé et puis bah, j'étais super content. J'ai joué pas mal de fois depuis que je l'ai ramené. C'est un disque de pop brésilienne, un peu progressif, psyché. C'est génial. Ensuite, je vais vous parler un peu de folk britannique. J'ai chopé récemment deux magnifiques disques. Le premier qui est une espèce de pierre angulaire du folk britannique des années 70. Et je vais vous parler de Bride Phoebus de Lal et Mike Waterson. Donc Lal et Mike Waterson, c'est des frères et sœurs euh, britanniques. Et ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait The Watersons, qui faisait de la musique a cappella folk un peu païenne, qui était très admiré par la scène de l'époque. Pentagon, Fairport Convention, John Martin étaient tous assez fans des Watersons parce qu'ils faisaient une musique qui était très dans l'esprit, vraiment très britannique, folk, et qui gardait voilà, l'esprit de la chanson folk distillée vraiment à son paroxysme. Parce que a cappella d'ailleurs, et puis parce que voilà. Alors si vous aimez les trucs comme The Wicker Man, le film, il y a vraiment cet esprit qui reste là-dedans. Et ensuite, en 72, bah, pareil que le disque de Milton Nascimento, ils ont sorti ce disque qui est cette fois-ci plus a cappella, mais qui est un disque de groupe où effectivement on trouve une grosse partie de cette scène dont je parlais, dont Richard Thompson, bon il y a Richard Thompson, il y a Maddie Pryor et Tim Hart de Steel Ice Pan, il y a Richard, ouais, comme je dis, Richard Thompson, Ashley Hutchings qui était dans Fairport Convention et aussi Steel Ice Pan. Nous avons Martin Carthy qui fait des apparitions là-dessus. Dave Matax, le grand batteur de Fairport Convention. Donc il y a une partie de la scène qui était en fait leurs admirateurs, qui les ont aidés à faire un disque qui est simplement magique, un peu voilà, dans cet esprit folk païen. Si vous êtes dans l'esprit Vashti Bunyan, euh, Fairport Convention, le Wicker Man, la BO du Wicker Man, ça va vous parler à 2000%. Par contre, c'est assez difficile à trouver. Il s'avère que celui-ci, c'était un pressage d'origine, mais je crois que c'était un deuxième pressage sur Trailer Records. Le premier, il est rouge. Je crois qu'ils ont repressé ça enfin, juste après ou l'année suivante. Mais bon, le prix était bon et puis il est dans un état correct. Donc c'est un super album. Bon, allez écouter. Rien que la première chanson, on va vous donner le ton, qui s'appelle Rubber Band. Mais je vous conseille d'écouter la chanson titre qui est toute dernière, Bride Phoebus, qui a tout le groupe, enfin qui est, voilà, c'est génialissime. Et j'ai chopé une réédition pas trop chère d'un disque que je voulais depuis des années. Burt Jansch, Black Swan. Alors, c'est le dernier album studio de Burt Jansch. Et la pochette, normalement, elle ressemble à ça. Ça, c'est la pochette, la vraie pochette originale. Et là, Earth Records, ils l'ont ressorti avec une pochette un petit peu différente. Mais moi, je m'en fous, en fait, parce que je suis pas un snob des pressages originaux. J'ai pas du tout cet esprit. Alors, étant le dernier disque de Burt Jansch, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui va nous pondre Ça s'est sorti en 2006. Donc, bien après ces chefs-d'œuvre tels que Rosemary Lane, Jack Orion, que sais-je, LA Turnaround, le premier album éponyme qui est magique. Qu'est-ce qu'on peut nous sortir? Eh ben, moi, je le connais depuis des années, cet album, et c'est vraiment, pour le coup, presque aussi bien que ses premiers albums, mais c'est plus au goût du jour, les arrangements,
la production bien sûr, c'est pas une production des années 70. On a notamment plusieurs chansons qui sont chantées par Beth Orton, qui est une chanteuse folk anglaise qui a fait des disques assez sympas de folk dans les années 2000, enfin dans les années 90, que dis-je, mais au début des années 2000, dont Trailer Park et puis Central Reservation. J'avais vu Beth Orton il y a peut-être 2 ans sur scène ici à Melbourne. C'était pas terrible. Je l'ai trouvé assez moyenne. Ça m'a ni fait ni chaud ni froid. En fait, je suis allé pour accompagner un pote. En fait, c'est pas mon idée à moi. Mais là-dessus, par contre, sa voix apporte vraiment quelque chose de plus. Et bon, ça nous donne du folk anglais tout à fait céleste. Il y a un côté c'est magnifique. Moi, je trouve que voilà, 2006 et la réédition date de 2021. Alors, j'avance un petit peu. Ensuite, on va vous parler un peu d'électro, de new age, de down tempo, des trucs comme ça. Alors voilà un superbe disque bon, ça, ça se présente même plus ou même pas. Electric, c'est un groupe de New York qui s'est formé dans les années 90. Ça, c'est leur troisième album, il me semble. Beat, c'est peut-être quasiment leur meilleur album. Donc c'est un espèce de croisement entre du post-rock, euh, du shoegaze et puis bien sûr de la musique trip-hop. En fait, c'est ça. C'est un peu le croisement improbable entre Portishead et puis Tortoise et puis un petit peu de slow dive là-dedans, quoi. Si vous imaginez une espèce de mouture. L'album est incroyable du début à la fin. C'est juste enfin, c'est un chef-d'œuvre. Écoutez Empty Words ou Under the Sun ou Fear of Flying. Enfin, tout est bon dedans. C'est un album qui est très nocturne, moi je trouve aussi. C'est un album qui s'écoute très très bien le soir, plus que le matin, ou plus que la journée. Et qui a ce côté mélancolique, atmosphérique, urbain, très un peu anxieux aussi. Je continue avec une petite compilation euh, sur le label Numéro Group que j'adore. Donc Numéro Group, c'est un label de Chicago. Je pense qu'ils sont de Chicago, il me semble, je sais plus. Mais c'est un label américain qui sort plein de trucs, des nouveaux trucs, pas mal de rééditions. Alors ils vont diguer des disques au fin fond de l'Amérique rurale et puis ils sortent des trucs improbables, des, des, des trucs où les gens étaient en prison, ils ont fait des disques. Voilà le sticker. Enfin, moi, parce qu'il y avait un shrink, enfin, du cellophane, je déteste ça, moi, je les enlève. Puis c'était trop collé pour que je puisse le décoller, donc je l'ai découpé. Et puis ça vous dit, c'est une compilation, voilà. Mais alors, c'est une compilation de musique entre le New Age, le post-punk, la musique moderne classique, minimale. Alors, ils ont fait vraiment un truc vraiment magnifique. C'est comme une espèce de journal à l'intérieur. Ça fait un peu. Voilà, c'est une espèce de. Quasiment un fanzine, quoi. Et là, on a les artistes, Lenny White, ces artistes tous qui sont plus ou moins sous le radar. Il y a notamment Art Wilson là-dessus, qui est un groupe australien que j'adore, de New Age. Et donc c'est une compile effectivement de musique hyper planante, hyper là, qui vous mettent dans une espèce de transe. Les morceaux en général sont très, voilà, ont ce côté très New Agey, mais sans être de mauvais goût, quoi. C'est de la New Age cosmique, spirituelle. On pense à des trucs comme la Raji ou des trucs comme des choses comme les compiles qui sont sortis. Euh, ça me vient pas pour l'instant. Bon, ça va me revenir. Donc, je continue. Et puis, voici un Scud que j'ai acheté un petit peu au pif parce que j'aimais bien la pochette et le concept. Puis, il s'avère que j'aime beaucoup le disque en fait. Donc, c'est un groupe, pour faire simple, c'est un groupe qui s'appelle Arakan. Aracan. Et l'album s'appelle Shadow of Perception. C'est deux mecs. Donc, Carlos Arango et Sébastien Cañas. Vous pouvez voir, il y en a un qui produit donc électronique, avec un peu de guitare, et un qui joue de la clarinette et puis un peu de flûte aussi. Puis après, ils ont un groupe. Évidemment, hein, le groupe,
Voilà, voilà des musiciens donc que vous pouvez voir qui jouent plein d'instruments différents. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont deux musiciens sud-américains, je crois qu'ils sont du Chili, il me semble. Et ils ont sorti ce disque, ils vivent à Sydney en fait. Ils habitent en Australie. Et puis ils ont sorti ce scud de cumbia digital, cumbia électronique. C'est super down tempo, enfin dans le truc, c'est vraiment de la musique. Encore une fois, c'est super planant, mais il y a ces petites mélodies qui sont vraiment, enfin voilà, colombiennes. Enfin, quand on parle de cumbia, c'est plutôt colombienne. Donc je pense que peut-être ils viennent de Colombie. J'ai peut-être pas zappé ça, mais bon, vous pouvez toujours rechercher vous-même. Donc c'est très, il y a ce côté, voilà, cumbia, un peu, voilà, cumbia digital, quoi. Un peu synthétique, que moi j'adore la musique sud-américaine, et puis j'adore la cumbia, j'adore la rumba, j'adore la salsa, j'adore ces musiques-là, le zouk, enfin tous ces trucs-là. Donc pour moi ça me parle aussi, c'est de la musique que je trouve hyper intéressante, et puis que ce soit moderne, et puis la pochette elle tue, hein, il faut vous dire la vérité. Donc voilà. C'était une petite trouvaille un peu au pif. Alors voilà un disque que je me suis réécouté récemment que j'adore. C'est Jeffrey Cantu Ledesma, je sais jamais comment on dit son nom. Jeffrey Cantu Ledesma, voilà. C'est un musicien de San Francisco, enfin oui, je crois qu'il est californien. Il a fait plein de disques en fait, et il fait souvent de l'ambiance. Voilà, pareil, un peu de new age, un peu d'ambiance, un peu de musique électro qui est entre l'avant-garde, un côté un peu jazzy. Et là, c'est un de ces hippies, enfin un de ces, voilà, un hippie, c'est que quatre, je crois qu'il y a que quatre chansons. Il y a pas, il y a rien du tout sur la pochette. Et ça s'appelle In Sama, donc en été. Et c'est magnifique, c'est ce côté un peu avant-garde expérimental électronique, donc super chill, super down tempo, mais après il y a des bouts de craquements qui s'insèrent dans la musique, on a l'impression que la musique est en train de s'autodétruire, parfois. Parfois, quand j'écoute ce truc, je me dis est-ce que ma platine, est-ce qu'il y a un souci avec ma platine? Non, c'est juste Jeffrey Cantu Ledesma qui fait ça. Donc je dis pas que c'est quelque chose d'essentiel, mais j'aimerais bien trouver son dernier album, l'album qu'il a sorti en 2025, qui est génialissime. J'aimerais bien le trouver, mais pour nous ici en Australie, c'est quasiment introuvable. Alors, voilà un disque magnifique que je recommande à absolument tout le monde. Raphaël Toral, pareil que Jeffrey Cantu Ledesma, un musicien très prolifique qui a une discographie longue comme le bras. Et c'est un artiste que j'ai découvert au Portugal, en fait, en voyageant en Portugal, au même titre que quelqu'un comme Joao Paes Felipe, dont j'ai quelques disques. D'ailleurs, ils ont même fait un disque ensemble. Mais il y a des artistes comme ça portugais d'ambiance et de musique expérimentale qui sont vraiment, enfin, voilà, au même niveau que ceux qu'on connaît dans un monde plus anglo-saxon, on va dire. Donc Raphaël Toral, ça c'est son tout dernier album, Spectral Evolution. Et ce qui est génial, enfin bon, on voit un oiseau sur la pochette, et puis on se doute bien un peu du propos. C'est-à-dire que Raphaël Toral, donc il a fait ça en 2000, il a fait ça donc en 2000, quoi, 2020, ah non, 2022, excusez-moi. C'est sorti sur Drag City. Et il remercie même Jim O'Rourke dessus parce qu'il a participé à ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est de la musique ambiante électronique avec des sons d'oiseaux qui sont modifiés et qui sont utilisés comme des instruments à part entière, quoi. Et en fait, on a de ces sons d'oiseaux divers. Je reconnais même un petit peu des pies qu'on a ici en Australie. Il y a les mêmes sons que ce que j'entends dans la nature, enfin même pas dans la nature, dans mon jardin. J'ai des oiseaux qui sonnent exactement identiques à ça, mais c'est modifié à travers des filtres, à travers des flangers, à travers des phasers. Et ça nous donne une espèce de chant sonore, le chant lexical qu'on a ici euh, ornithologique et ma foi c'est très impressionnant
comme écoute. Moi, ça me bluffe. Je trouve que c'est un des tout meilleurs albums que j'ai écouté cette année. Euh, et puis, je sais pas si vous l'avez écouté. Je trouve ça magnifique. C'est de l'ambiance, mais avec des sons d'oiseaux, pour faire simple. Et je pense que ça plairait à beaucoup de monde. Bon, je vais accélérer un petit peu. Alors, je vais passer sur des disques un peu plus quatrième monde, classique moderne. Je suis désolé. Pochette qui claque. Alors, voilà un disque de cette année qui est simplement. Enfin, je crois qu'il est sorti cette année. Il a été enregistré en 2021, mais je crois qu'il est sorti seulement cette année. Donc, on a Jordan Island. Alors, le nom est là. Voilà. Et l'album s'appelle Spirit Walking. C'est un album australien. Le type, il habite, je sais pas, je crois il est de Brisbane à l'origine, je pense. Il était dans un groupe qui s'appelait, ça va me revenir dans une seconde. Et bon, c'est pas des groupes très importants ou très connus hein, dans, 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 dans l'absolu. Mais si j'y pense, je mettrai le nom du groupe en bas. Et il faisait partie d'un groupe de post-rock en fait, un peu de post-rock, un peu expérimental, tout ça. Et c'est le pianiste. Et là, on a un disque de piano solo avec zéro overdub, enfin zéro doublage. Et c'est juste lui au piano, c'est enregistré en une piste, en une fois. C'est très Keith Jarrett, très Neil Fram, très Ian Tiersen, mais sans l'être vraiment. Il y a ce côté moderne classique. C'est un disque du soir, encore une fois, un disque nocturne assez magnifique, avec ces sons de piano qui carillonnent. Ça me fait penser aussi un peu à Jordan de la Sierra, si vous connaissez. C'est un pianiste ambiant américain. Ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Vous trouverez pas ça facilement là où vous êtes, évidemment. Hein. Je veux pas non plus vous faire mousser, mais voilà, c'est quand même bien. Alors là, pareil, un disque aussi qui sort très vraiment fondamentalement des sentiers battus. Excusez-moi, je sais plus parler. Le groupe s'appelle Richter Band. C'est un groupe qui est formé. Enfin, c'est ce mec-là, le barbu du milieu. Il s'appelle Pavel Richter. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Richter Band. Alors, vous voyez les instruments un petit peu. On a de la guitare électrique, du sampling, de la clarinette, du marimba, puis après des instruments dont vous avez jamais entendu parler, par exemple le fil d'aérophone. Mais en fait, pour simplifier, donc c'est un disque qui est sorti en 1990 en Tchécoslovaquie à l'époque, puisque maintenant ça s'appelle la République tchèque ou la Slovaquie. Mais je pense que c'est un disque voilà, qui était, on va réduire la complication du truc, on va dire tchécoslovaque. 90 qui est ressorti l'année dernière. Voilà, parce que trouver un original de ça, bah, il faut se lever le tôt. Hein. C'est pas Joseph dans son marché dans son vide-grenier qui va nous ramener un Richter Band. Non, je plaisante. Bonjour Joseph, on t'aime. Alors, mais ce Smetana, c'est un disque de gamelan en fait. Enfin bon, pour faire vraiment vraiment simple. Donc si vous savez pas ce que c'est le gamelan c'est la musique orchestrale indonésienne. Enfin, de façon prédominante à Bali, c'est la musique locale. Donc, c'est un grand orchestre qui est fait d'instruments avec beaucoup d'instruments de percussion, avec des résonances très particulières. Le gamelan a d'ailleurs inspiré Claude Debussy très violemment dans sa période expressionniste où il a vraiment il a été scotché par un groupe de gamelan à Paris et il a complètement réinventé sa musique. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le Debussy en mode beaucoup plus classique moderne qu'il était avant. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Mais si vous aimez le gamelan et si vous aimez ces sons-là, ce disque est parfait pour vous. Et ça m'a fait en même temps sortir et ressortir des autres disques qui sont un peu reliés à ça. Ce disque-là, notamment, qui est magnifique aussi. Alors là, c'est vraiment l'élégance à l'état pur. C'est Daniel Schmidt et puis de Berkeley Gamelan, ok, In My Arms Many Flowers. Donc c'est un disque qui avait été enregistré dans les années 60, non 82, excusez-moi, voilà, 1982, et qui était ressorti bien plus tard en 2015, 2016, voilà, 2016 exactement, voilà, on y est, voilà. Et en fait, là, c'est pas Daniel Schmidt, c'est une
C'est la femme qui joue dans son groupe de gamelan, Julia Morgan, elle s'appelle. Voilà. Et pareil, c'est un disque. Parce que, en fait, Daniel Schmidt, c'était un grand musicologiste. Il a fait ses études à Princeton, et puis après, il est allé à Princeton, pardon. Après, il est allé à Berkeley, à Los Angeles, pour y enseigner. Et puis bon, donc, c'était vraiment un grand, grand, grand musicien. Et il a enregistré ce gamelan enfin, version US qui est simplement d'une force et d'une beauté surnaturelle. Moi, je trouve que c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que le disque, il est pas très bien pressé, moi, je trouve. C'est ça qui empêche un peu la joie du truc entière. Mais c'est spirituel, c'est envolé, c'est d'un charme indéfinissable. C'est vraiment un disque vraiment magnifique. Donc ça me fait penser à Smetana. Et aussi, ça m'a fait penser à ce disque-ci, qui est aussi une petite pépite bien, bien, bien enfouie. Nous avons un disque de Michael O'Shea. C'était un musicien d'Irlande du Nord, en fait. Et il avait des racines irlandaises très fortes. Et il a fait de la musique un peu à l'instar de l'Araji, en fait, sur ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Zither en français, je sais plus. Donc non, enfin c'est un dulcimer. C'est un dulcimer enfin c'est un instrument où on tape avec des petits mallets, avec des petits sur des cordes. C'est un côté très cristallin. Pas si vous avez déjà entendu les disques de l'Araji, moi c'est l'exemple que je cite. L'Araji avait d'ailleurs été découvert par Brian Eno dans un parc, Washington Square Park. Il avait été découvert dans un parc en train de jouer, les yeux fermés. Et Brian Eno le regardait et puis voilà, il lui a laissé sa carte. Et voilà, le reste, comme on dit, the rest is history, comme on dit. Et là, Michael O'Shea, il fait de la musique qui est très similaire, envoûtante. Enfin, c'est pareil, c'est juste lui avec son instrument qui. Et c'est des gammes tellement ensorcelantes. Il y a ce côté gaélique, celtique, évidemment, qui est très, très fort. Des gammes qui vous rappellent ça. Puis en même temps, il y a ce côté New Age, voilà, quasiment médiéval. Voilà. Il est mort malheureusement très tôt. Il a été écrasé, enfin, il s'est fait renverser par une voiture. Je pense enfin, voilà, il est mort il y a de nombreuses, nombreuses années. Et voilà, l'instrument, ça s'appelle un mokara. Voilà, ça s'appelle ça. Voilà, c'est ça, c'est son instrument. Alors, je continue. J'en suis à quoi? Oula, voilà, je parle trop. Alors voici un disque français qui mériterait d'avoir une vidéo entière pour lui-même. C'est Musique of Aziza de Catherine Le Forestier. Donc je donne un grand shout-out à mes amis Dish, Mathieu et puis Joseph Isola qui sont fans de ce disque. C'est un disque que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, le vendeur en France m'a dit que c'était une copie VG Plus, mais vous voyez l'arnaque absolue. Enfin, voilà, il est tout pourri, mais le disque il est bien. Donc en fait, après ça, s'il n'était pas cher, il était vraiment à un prix très très raisonnable. Donc je fais avec la pochette de merde, hein, mais bon, après c'est la musique qui compte. Donc Catherine Le Forestier, la sœur de Maxime Le Forestier, elle l'a suivi aux États-Unis pendant un moment pour vivre un peu la vie hippie. Puis après, elle a eu cette révélation où elle a décidé de partir vivre au Maroc pendant 7 ans. Et elle a fait un disque avec un groupe qui s'appelle Babel, qui est un disque qui est assez hallucinant, un disque de, de pop psychédélique assez incroyable, qui est quasiment introuvable. Et ensuite, en 80-82, est sorti ce disque Music of Aziza qui est très très inspiré par son voyage initiatique au Maroc, sa vie au Maroc. Et en fait, il y a marqué voix, violon et percussion. Alors, pour faire vraiment simple, c'est un disque où les paroles sont pas chantées, elles sont parlées.
c'est elle qui récite des espèces de poèmes, mais toute la musique qui est derrière, c'est elle qui l'a fait. Donc c'est des voix qui sont en multitrack, quoi, en doublé, avec des violons qui s'envolent de partout. Ça me fait penser à un espèce de mix entre Steve Reich et puis Meredith Monk, la grande chanteuse minimaliste new-yorkaise qui a fait un disque sur ECM qui est hallucinant, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Donc je trouve que c'est- ça pourrait être classifié comme de la pop, mais pour moi c'est de la musique minimaliste en fait, avant-gardiste minimaliste. Et puis c'est trouvable en France, hein, mais bon, après j'espère que c'est dans un meilleur état que ça. Ensuite j'ai réécouté ce disque de Ravi Shankar parce que j'ai vu la trilogie de Apu, donc Pater Panchali et le premier volume. Donc la trilogie de Apu, c'est trois films indiens d'un niveau exceptionnel. C'est un peu les Antoine Douanel indiens. Ils sont sortis dans les années 50. Ils ont eu un impact, une influence incroyable. C'est basé plus ou moins sur le néo-réalisme italien. On a l'impression de voir des films de Fellini un petit peu. Mais indien, ou bien plutôt Vittorio De Sica plutôt que Fellini. Moi, j'exagère un petit peu là, mais c'est des films qui sont près voilà, qui vous rapprochent vraiment des gens qui sont dans les fins. Enfin, c'est d'une tristesse, d'une beauté à pleurer. Donc j'ai vu les films, et puis voilà, j'ai la bande originale, dont je l'ai écoutée. Donc bon, c'est du Ravi Shankar, tout ce qu'il y a de plus Ravi Shankar, du sitar, du tabla, voilà. C'est génialissime, je vous encourage. Ensuite, j'ai ressorti quelques disques de ma. J'ai une section japonaise juste là. Pourquoi est-ce que j'ai une section japonaise? Parce que je ne sais jamais les noms des artistes japonais, donc s'ils n'étaient pas ensemble, je les trouverai jamais. Voilà un disque culte que tout le monde devrait connaître, à mon avis, hein. Yasuaki Shimizu. Alors le disque s'appelle Kakashi de 82 avec son chat célèbre. C'est un disque de post-punk un peu jazzy euh, japonais. Ça me fait penser énormément aux Talking Heads. Donc si vous aimez bien la musique des Talking Heads, David Byrne, du Tom Tom Club, vous prenez ça. Ça va vous emmener c'est un côté très dansant, super groovy, super funky. Je vais pas m'étendre dessus pendant 3 heures. Puisque je suis au Japon, ça va me permettre de faire un petit pont avec le jazz. Donc j'ai sorti ce disque aussi que je n'avais pas écouté depuis longtemps, qui est magnifique. Alors, il y a un magasin en ville à Melbourne où il y a beaucoup beaucoup de pressages japonais. Puis il y a des choses dans leur bac qui vendent à des prix dérisoires, dont ce disque-là qui m'avait coûté à l'époque une dizaine de dollars, je pense, un truc comme ça, que je recommanderais à quasiment tout le monde. Ça s'appelle Meditation. Euh, Akiyoshi Toshiko Quartet. Donc Akiyoshi Toshiko, c'est une pianiste japonaise. Et là, elle est une formation quartet avec des musiciens américains. Louis Tabakin qui joue du saxophone, Lynn Christie qui joue de la basse et Albert Heath qui est le plus connu des trois qui joue de la batterie, qui a joué qui joue par exemple sur le disque Kawaida qui est très connu de tous. Voilà, si vous aimez le jazz, vous connaissez Kawaida automatiquement avec Herbie Hancock. C'est un disque de post-bop, pareil, un peu nocturne, très mélancolique, avec ce côté, ouais, un peu, voilà, sans espoir. Mais c'est juste, ouais, vraiment de la musique magnifique. Ensuite, un petit shout à mon ami Romu qui m'a rappelé que je devrais écouter mes disques de Gary Bartz parce qu'il m'a posté il m'a dit qu'il était en train d'écouter en ligne ce disque-là. Puis moi je lui dis bah je l'ai ce disque, je vais le sortir et puis ben voilà je l'ai sorti. Donc voilà Gary Bartz, je crois que c'est mon disque préféré de Gary Bartz, hein, en somme toute. Harlem Bush Music qui est sorti à l'époque en 75, 71, voilà, avec Ron Carter, avec Andy Bay, voilà. Donc c'est un disque de soul jazz, en fait, tout ce qui est de plus classique, mais super funky, super, super, super funky, avec ce côté, voilà, un peu crasseux aussi, quoi. C'est du jazz funk. Enfin,
ou bien du jazz avec un côté funky, quoi. Voilà. Voilà un autre disque que j'ai chopé à iTunes, dont je parlais au début de la vidéo, que j'ai chopé aussi récemment. C'est un disque dont je connaissais l'existence, mais il était devant moi pour pas cher. Russian Ron Kirk, alors musicien émérite américain aveugle, enfin non-voyant on va dire, qui avait la spécificité de jouer de plusieurs instruments en même temps. Alors parfois ça marche très bien, parfois ça marche peut-être un peu moins bien, mais c'est très avant-gardiste comme musique. Ça a été enregistré le 22 février 1970 au Grand Auditorium de la Maison de la Radio, Radio France, et c'est sorti par les disques Transversal, qui est un label français, un label parisien, voilà. Je crois que même Stunty, il est pote avec un de ces mecs qui sort ces disques-là. J'en ai plein de ces disques-là, je les adore. Donc on a un groupe là qui est là avec du trombone, du piano, de la basse, enfin voilà, de la contrebasse, des percussions. Et c'est un disque de jazz avant-garde, free jazz qui est absolument détonnant. Je pense notamment à The Inflated Tear, qui est un des morceaux emblématiques de Russian Ron Kirk. J'ai pas mal de ces disques aussi. J'en ai peut-être une petite dizaine, quoi. Je suis fan absolument de ce mec qui nous a quittés bien trop tôt. Enfin, c'est génial. Un disque dont Stunty a parlé très vaguement pendant les derniers Scud et du Pif. Puis moi, je peux pas participer. Alors, parfois, je suis derrière l'écran et puis je me dis, mais je connais ce disque aussi, j'ai envie de vous le montrer. Non, enfin, ça fait un peu pitoyable. Alors, c'est Henri Guédon, Cosmozouk Percussion. Voilà, un disque emblématique du zouk funky des années 70. Alors, Henri Guédon, c'est une légende de la musique Guadeloupe. Il est martiniquais, ouais. Et en fait, là, c'est un disque qui est mémorable du début à la fin, quoi. C'est un disque avec des rythmes afro-jazz, afro-latin, endiablés. Enfin, c'est vraiment de la musique. Vous écoutez ça une fois, vous en rappelez, quoi. C'est vraiment. Ça, c'était la réédition de Superfly qui était sortie dans les années 2000, que j'avais acheté illico presto, parce qu'en fait, ça m'avait tout de suite parlé. Enfin bon, il faut dire que la pochette est quand même délirante, quoi, avec son espèce de faux Braque, faux Picasso. Mais bon, c'est un disque de 2012, il était sorti, hein, la réédition, donc voilà. De 74, voilà. Et voilà, et j'en ai encore un ou deux, je suis désolé, hein, je prends 3 ans aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment le comble, le summum de ce qu'on appellerait cheap heat, les disques qui sont pas chers et qu'on peut trouver partout et qui sont géniaux. Alors voilà, je vais peut-être en offenser un ou deux. 80-81. Alors si vous n'êtes pas fan de Pat Metheny, ce que je peux comprendre, parce que quand on voit la dégaine et la coupe du Gus, on se dit, on n'est pas trop sûr. Non, mais je plaisante. En fait, c'est vraiment des préjugés à la con. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aiment pas Pat Metheny parce qu'ils pensent que voilà, ça va être de la musique un peu artificielle, avec des sons un peu blabla. Mais alors là, pour le coup, vous enlevez Pat Metheny, vous mettez Don Cherry à la place, tout le monde s'extasie et puis l'achète en 2 secondes. Mais c'est un disque absolument explosif. C'est du post-bop, mais avec un côté free. Il n'y a pas un moment où on s'emmerde sur ce disque. C'est un double disque, ça m'a coûté 15 $. Ici, c'est comme si vous disiez 5 euros, quoi. Voilà, c'est un disque que j'ai trouvé dans un bac à 15 balles. Et je me suis dit à ce prix-là, bon, allez, on va le sortir, on va le ramener. Bah, je l'ai écouté 2, 3 fois et je me suis pris plein de baffes dans la gueule. Donc 80-81, un grand, grand, grand disque de ICM, grand disque. Je ne peux pas en dire plus. Si vous ne me croyez pas, allez écouter Folk Song, la première chanson là qui. Et puis je vais finir avec ce disque-là parce que je parle trop. Voilà un Scud du Canada. Donc ce sont 2 légendes. Aaron Laney qui est ce type-là, là, et puis Guy Touin. Donc Guy Touin, c'était un des membres fondateurs du Free Jazz Québec, groupe, je sais plus comment s'appelait son groupe, mais il avait un groupe
voilà, le groupe de jazz libre du Québec, ou quelque chose dans ce style-là, le nom du groupe. Et donc il était fondateur de ce groupe, ils ont fait un ou deux albums. Et ensuite, ben, il a continué, ben, il fait toujours des percussions. Et là, on a un duo de percussion et de saxophone, simplement, qui est, encore une fois, démentiel à certains égards. Il- voilà, les duos comme ça, ça passe ou ça casse. Mais là, clairement, ça passe. C'est sorti à l'époque en 2021. Bah, ça s'appelle Lockdown, hein, donc on comprend bien que c'était pendant le confinement qu'ils ont fait ça. Mais c'est super bien. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bon, voilà, j'ai trop parlé. Je vous aime tous. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et puis voilà, laissez-moi quelques commentaires si vous voulez. Et puis tout ça, tout ça. Au revoir.